Alors bonjour, de retour en direct du Centre NAD. Bienvenue à MTL Connect, la semaine numérique de Montréal. Comment allez-vous, Montréal? Oh, là, je vois qu'on commence à rentrer dans la fin de l'après-midi. On perd de l'énergie. Il est où le café? Où est l'énergie du matin? Montréal, êtes-vous toujours avec moi ici dans la salle? Ah, là, c'est bon. Là, on passe de 0 à 100. Yes, oui, j'ai... Ah! Oh, yes, ça pique. Alors, mon nom est Armand Afkami de la société Titanfile. Plaisir d'être avec vous aujourd'hui, cet après-midi, et d'avoir été des vôtres tout le long de MTL Connect. Ce fut une semaine fantastique. On a eu évidemment des conférences d'ouverture. On parlait d'intelligence artificielle, on parlait de culture et créativité. Ce matin, on a parlé de cybersécurité et cet après-midi des territoires connectés et intelligents. Alors, j'espère que vous passez un bon MTL Connect. Est-ce que vous avez passé une belle semaine jusqu'à présent? Oui, j'ai aimé ça jusqu'à présent. C'était bon. Merci, Armand. Nice, j'aime ça. Et pour les internautes qui nous suivent à la maison des quatre coins de la planète, merci d'être ici avec nous à MTL Connect. Sans vous, il n'y a pas de nous. Et sans nos partenaires, il n'y a pas d'MTL Connect. Alors, un grand merci, évidemment, à toute l'équipe, aux partenaires et à vous, chers participants d'MTL Connect. Merci. Alors, sans plus tarder, j'aimerais tout de suite vous présenter notre grande conférence, notre keynote maintenant. Alors, on va traiter du sujet de la ville subtile, l'évolution vers une smart city sensible. Alors, je vais tout de suite vous présenter votre conférencier. Il est architecte et ingénieur, en plus d'être récipiendaire de plusieurs prix européens en design et en architecture. Il est l'architecte principal et fondateur de Arken Spaces. S'il vous plaît, accueillons Éric Cassard. Bonjour à tous. Alors on va partir en voyage, un voyage à travers les villes composées d'espace et de temps, d'espace, un peu comme ce voyage ici sur cette scène avec ces 13 feuilles de 4 minutes qui vont s'égrener le long d'un parcours. Alors les premières villes, elles apparaissent il y a 5000 ans. Pourtant, en 1800, seulement 3% de la population mondiale est urbaine. Aujourd'hui, 220 ans après, c'est 50%, et dans 30 ans, ce sera 70%. D'ici à 2050, l'augmentation de la surface construite sera l'équivalente sur la Terre de celle de Montréal tous les 5 à 9 jours. Mais alors, qu'est-ce qui fait ville? La ville, c'est un lieu circonscrit pour les hommes, un lieu d'opportunité, d'interaction physique, aléatoire. C'est un système complexe et comme tout système, il accroît sa résilience grâce à deux choses, l'augmentation de la diversité et les liens. La diversité, ce sont les espaces, les atmosphères. Et donc, on va voir que les villes ont besoin d'être à la fois rationnelles et sensibles. Elles comprennent des espaces servis et servants pour échanger, habiter, s'amuser, apprendre, produire, prendre soin. Churchill disait « D'abord, nous construisons nos bâtiments, puis ce sont eux qui nous construisent ». C'est la même chose pour les villes. Si on regarde l'histoire des villes et comment elles se sont conçues de manière principale, disons, il y a deux familles. Il y a les villes planifiées qui sont pensées très en amont et donc relativement rationalisées. Et puis, il y a les villes vernaculaires. Les villes vernaculaires, elles se construisent dans le process. C'est-à-dire, je me positionne là en fonction du contexte, de ce qui se passe à côté de moi, de la lumière, des bâtiments construits, etc. Mais la ville, elle va aussi se décupler grâce à des liens et à des dimensions. C'est assez schématique, mais si on regarde l'histoire de l'architecture, on pourrait l'expliquer un petit peu par l'augmentation des dimensions. D'abord, une dimension, c'est l'icône, c'est l'architecture d'icône, on l'a vu avec les pyramides, avec tous ces objets. Deux dimensions, c'est l'arrivée de la façade, le dessin de la façade, beaucoup au XVIIe, au XVIIIe siècle. Trois dimensions, c'est l'entrée
du volume, avec au XIXe siècle des bâtiments comme le Crystal Palace, c'est la lumière, le volume, l'ascenseur qui arrive, tout se décuple en hauteur. La quatrième dimension, c'est le temps. Le temps apparaît avec Le Corbusier au début du XXe siècle, c'est ce qu'on appelle la promenade architecturale, c'est-à-dire le déplacement de l'observateur dans l'espace. Et puis il y a tout un mouvement qui s'appelle le déconstructivisme, qui est en fait comme si les objets changeaient de vision avec le temps. Dès que je tourne autour du bâtiment, je ne peux pas deviner ce qui se passe autour. C'est Franck Gehry aujourd'hui, et puis ça commence aussi avec Le Corbusier et la chapelle de Ronchamp. Et puis si on augmente les dimensions, on peut considérer aujourd'hui que le digital, le numérique, ajoute des dimensions complémentaires. Ce digital, c'est la révolution de ce millénaire. Il va se passer en plusieurs temps. Le premier temps, c'est l'accès à l'information. Aujourd'hui, dans notre poche, on a accès à toute l'information du monde. À travers Google ou Wikipédia, vous avez accès à tout. La deuxième révolution, sont les réseaux sociaux, c'est-à-dire la mise en relation des individus les uns entre les autres et la création d'une cartographie spatiale, cartographie sociale de l'information, mais cette cartographie est relativement déterritorialisée. C'est-à-dire que je ne sais pas trop où sont les personnes avec qui je discute. L'espace virtuel est régi par d'autres lois physiques. Il est personnel, il est adapté à chacun. Le mien est différent du vôtre. Il dépend de nos goûts, de nos envies. Et la troisième révolution, celle qu'on est en train de vivre, celle dans laquelle on est en train de rentrer, c'est en fait quand le numérique arrive véritablement dans l'espace physique. C'est pour moi la Smart City. C'est-à-dire qu'en fait, la couche numérique et la couche physique se mettent l'une avec l'autre. L'utilisation des technologies numériques permet de démultiplier les dimensions spatiales en créant des relations d'espace entre espaces, des espaces physiques et ou virtuels, d'espace à individu, d'individu à individu, en information, mais tout ça dans la localité. Le virtuel n'est plus à côté du monde physique, mais les deux s'entremêlent. La puissance est alors décuplée. On peut voyager dans un espace virtuel qui peut être localisé. Les villes intelligentes conduisent à la création de nouvelles architectures, de nouveaux lieux de vie où les espaces physiques et virtuels s'assemblent, une architecture composée d'environnements connectés et de liens que j'ai appelée N-Spaces. N-Spaces, qu'on retrouve dans Arc N-Spaces, ce sont des espaces puissance N, comme à N dimensions. Ils sont reliés à d'autres espaces et c'est une forme d'environnement hybride et connectable, un espace pluriel, multidimensionnel, augmenté. Il est composé d'une part de l'ensemble des dimensions physiques et virtuelles de son environnement et d'autre part des liens activables qu'il entretient avec ses habitants et avec d'autres environnements. Et donc, on en arrive à des villes qui peuvent devenir n-dimensionnelles, c'est-à-dire qui peuvent composer du planifié, du vernaculaire et des couches numériques. Les n-spaces colorent, modulent, connectent, déconnectent. On verra que la déconnexion est aussi importante que la connexion. Et la conception n-space fait apparaître de nouveaux univers sensibles. Elle ouvre progressivement de nombreux champs, un éventail de relations possibles entre ce physique et ce virtuel, plus ou moins entremêlés. Mais revenons un petit peu en arrière et regardons d'abord l'enfance de la Smart City. L'environnement physique devient dynamique, il commence à interagir avec les utilisateurs et les autres espaces, c'est l'âge 1. Alors l'âge 1, c'est principalement la maintenance et l'exploitation, la gestion technique du bâtiment, avec la prévention des risques, la gestion climatique, la gestion de l'énergie et la gestion des flux. La Smart City, aujourd'hui, est principalement gérée par des données rationnelles optimisées par de l'ingénierie. La ville augmente son efficacité énergétique, efficacité des transports, sa sécurité, une ville plus sûre qui réduit les accidents et les incidents, elle se rationalise, s'autorégule. Le danger,
c'est que ce jeune modèle qui prédomine partout dans le monde produit une ville programmée, gérée par l'automatisation. Une ville planifiée qui utilise des outils informatiques pour s'adapter en temps réel et anticiper toutes les actions, voire les usages. Alors les villes programmées sont plus sûres, plus respectueuses de l'environnement, elles consomment moins d'énergie, elles sont plus efficaces. Un GPS nous indique le meilleur chemin en fonction de la circulation, mais la plupart du temps, ce confort est formaté. Il est invisible, il n'a pas vraiment de goût. Moi, je préfère la notion de bien-être. Quand on est au milieu de la forêt dans une cabane ou sur un bateau, on est bien, pourtant, ce n'est pas forcément confortable. Les progrès technologiques peuvent cacher une régression sensible. La ville programmée conduit à l'hyper-rationalisation, une intelligence rationnelle qui uniformise nos comportements et notre vivre ensemble. Cette gestion tend vers une forme d'hypermaîtrise, la ville transparente, des contours trop clairs qui améliorent la fonctionnalité, mais à un certain niveau réduisent la sensibilité. Il est important de ne pas déresponsabiliser les citoyens, de laisser ouvert le choix, l'imprévu, réintroduire de l'aléatoire, de la sérendipité ou de la surprise quotidiennement et stimuler, rester conscient. Il faut donc accepter certains risques, préserver la liberté et encourager le pouvoir d'agir. En éliminant tous les petits risques, nous éliminons une grande part de l'émotion. L'excès de normes, de surveillance, de prévision produit une standardisation et révèle un danger plus grand. Parce que parmi les chacals, les panthères, les lys, les singes, les scorpions, les vautours, les serpents, les monstres glapissants, hurlants, grognants, rampants, dans la ménagerie infâme de nos vices, il en existe un plus laid, plus méchant, plus immonde. Quoiqu'il ne pousse ni grand geste, ni grand cri, il ferait volontiers de la terre un débris et dans un bâillement avalerait le monde. C'est l'ennui. L'œil chargé d'un pleur involontaire, il rêve d'échafaud en fimant son houka. Tu le connais, lecteur, ce monstre délicat, hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère. Certains auront sans doute reconnu le poème d'introduction des Fleurs du Mal de Baudelaire. Dans les villes transparentes, le danger, c'est qu'il n'y a plus de danger, ou pas assez. Tout est prévu. Cela brouille la vigilance et l'attention, le mouvement imprévisible de la vie. Les décès par accident diminuent, les décès par suicide augmentent. Le moindre acte malveillant s'amplifie, résonne et fait peur. L'intelligence des smart cities cherche d'abord à combattre les imprévus du quotidien et le hasard à tous les niveaux. Elle conduit à la production de bâtiments génériques, une ville sans âme et sans accroc, un confort standardisé où tous les bâtiments réagiraient de la même façon. Vous avez un architecte qui s'appelle Rem Koolhaas, un néerlandais très connu, qui parle de junk space, en rapport avec la junk food, c'est-à-dire ces espaces qui n'ont plus de saveur. Vous savez, on crée la même atmosphère ici à Montréal, à Dubaï, avec l'air conditioning, la bonne température, la bonne humidité. Cette ville uniforme perd de sa résilience. Et cette résilience, c'est une donnée essentielle à l'ère des dérèglements climatiques. Il faut donc réintroduire de la variabilité et de la diversité. Penser la ville aussi de l'intérieur, à l'échelle humaine, pour l'humain, en respectant les écosystèmes naturels. D'où l'importance du corps, des corps, du toucher, du contact, de l'inscription physique. On peut parler aujourd'hui d'un progrès technologique, mais avec ce risque de la régression sensible. La Smart City peut ouvrir d'autres champs. Il faut donc réintroduire sensibilité, adrénaline quotidienne, surprise, lien social, imprévu. La différence entre la machine et l'humain, c'est principalement l'émotion. L'homme est un être sensible, animé par la joie, la tristesse, la peur, la colère. Plus que jamais, il a besoin d'exprimer ses émotions, d'où l'importance des stimulations qui l'interpellent et qui l'amènent à se sentir vivant. Et ça, pas seulement après une agression, un accident ou un match de foot. Ces émotions dépendent aussi d'une situation, d'un événement. Or, la variété de ces événements dépend de la qualité et de la diversité des espaces, leur typologie,
des places, des coins, des lieux qui s'élargissent, qui se rétrécissent, des passages. La ville doit produire à la fois des espaces de liaison efficaces et des lieux divers de vagabondage. Et cette alchimie, elle a été oubliée pendant toute la fin du XXe siècle avec la généralisation du fonctionnalisme et de l'étalement urbain. XXe siècle, les villes s'agrandissent et comment on les agrandit? On crée des quartiers par fonction, là on travaille, ici on habite, ici on achète. Alors qu'on va voir que le numérique va permettre de laisser les villes s'agrandir tout en permettant à ces couches de fonctions de se superposer. On a donc créé des constructions à la hâte, décousues et anti-écologiques qui demandent qu'à être pour la plupart restructurées ou démolies, alors que quand on construit, il faut chercher à produire une valeur durable, un petit peu comme un bon vin qui vieillit avec le temps. La beauté assure la longévité. Dans nos ténèbres, il n'y a pas une place pour la beauté, toute la place est pour la beauté, écrivait René Char. Alors comment exprimer cette sensibilité dans la ville? D'abord, à travers la végétation. La faune, la flore, l'odeur des fleurs, la fraîcheur des plantes, l'oxygène. Et vous savez quelque chose dans ces grands espaces sauvages que vous connaissez bien. La beauté naturelle, les continuités végétales. La végétation est un incubateur naturel de hasard et de diversité. Elle régule la température de l'atmosphère et réduit le taux de CO2. Elle régule aussi l'ensoleillement à l'intérieur des espaces, grâce aux arbres à feuilles caduques qui laissent rentrer la lumière en hiver et la protègent en été. Elle peut organiser des jeux sensoriels autour du goût, avec les arbres fruitiers, des odeurs, des couleurs. Elle participe à l'amplification de microclimats et favorise la coexistence avec des vies animales. Il faut donc réintroduire la nature sauvage dans nos villes, et pas seulement des arbres ponctuellement le long des avenues, mais des pans de forêt entières qui envahissent nos villes. La nature doit traverser nos villes comme les autoroutes traversent nos campagnes. Le sensible s'exprime aussi à travers le mystère, éloge de l'étrange, du fragment, du flou, du furtif. Le mystère, c'est l'inconnu, c'est l'imprévu. Il s'exprime à travers la variété des espaces, les entrelieux, les interstices, les zones, à travers leur nature, leur substance, leur texture, leur atmosphère. Tout environnement doit préserver une place pour l'énigme, l'insaisissable, parce que le mystère, c'est le début du rêve. Le sensible s'exprime à travers le gradient. Le gradient, c'est une expression subtile de la limite. Son épaisseur, sa profondeur, c'est l'entre-deux ensemble, c'est le passage, et les outils numériques aident à mieux gérer ces espaces entre deux. Ce dégradé est un producteur durable d'émotions parce qu'il se réinvente sans cesse, le flou pouvant être plus ou moins flou, plus ou moins opaque, plus ou moins dense. Alors le gradient, c'est le gradient entre le public et le privé. On va alors trouver l'apparition d'espaces de rencontre, d'espaces de partage, de nouvelles typologies de lieux d'échange. C'est le gradient entre soi et l'autre, c'est le gradient entre le temps de travail et le temps de loisir. Socialement, c'est favoriser l'entraide, l'échange, réduire les frontières entre les communautés, favoriser la porosité des ensembles. Le gradient entre l'intérieur et l'extérieur, c'est-à-dire au lieu de produire une atmosphère uniforme avec un système qui chauffe et refroidit un bâtiment indépendamment de son taux d'occupation, c'est-à-dire principalement quand il est vide, le numérique peut nous aider à mettre la bonne énergie au bon endroit et au bon moment. Et il va nous aider à produire une variété, un gradient de température. Mais aujourd'hui, nos températures sont plus ou moins uniformes. Et si vous alliez dans le passé, le feu de cheminée, c'est un gradient de température. J'ai froid, je me rapproche du feu, il va faire 35 degrés, voire plus. Et j'ai chaud, je m'en éloigne. Se crée donc ce gradient. Le sensible va s'exprimer à travers les rythmes. Alors le rythme, c'est comme un gradient, mais dans le temps. Les lieux de la ville changent en fonction du temps qui passe et du temps qui fait, les saisons.
il vibre. Produire une ville diverse, c'est mélanger les usages à travers ses espaces et ses temps. Par exemple, ici, la double enveloppe du bâtiment améliore son efficacité énergétique et sert de voie d'escalade. La ville est comme une symphonie, avec ses mouvements lents et mélodieux, ses traversées plus rapides. C'est un environnement composé d'atmosphères, comme un livre composé de textes, de phrases, de mots, écrits avec un alphabet des sensations. Cela produit la ville poétique. Notre objectif est d'augmenter la surprise parallèlement à l'amélioration de l'efficacité, c'est-à-dire créer un langage à l'aide d'installations techniques, réenchanter la ville en réinventant de nouvelles esthétiques. Cela nécessite souvent une réflexion systémique profonde. Une bonne analyse contextuelle permet de tirer parti des contraintes qui dépendent du lieu, et ça dans plusieurs domaines. On peut utiliser des systèmes existants en ajoutant de la valeur à des ressources techniques. Par exemple, des éoliennes peuvent inclure des éléments réfléchissants qui peuvent faire danser la lumière. Une tour à vent peut activer une petite brise à l'intérieur d'un bâtiment. Des panneaux photovoltaïques peuvent colorer les toits. On peut utiliser les ressources naturelles. L'architecture est un instrument d'environnement, c'est-à-dire de la même façon qu'un instrument de musique, c'est un musicien qui produit de la musique avec son instrument, l'architecture, c'est l'environnement qui produit un nouvel environnement. Elle peut jouer avec les éléments naturels et produire des événements climatiques. On part d'une source, par exemple l'eau, on va vers une finalité qui est la récupération de ces eaux et on peut passer par un événement poétique, c'est-à-dire par exemple on va recueillir toutes les eaux d'un ensemble de toits, créer un rideau d'eau sur une place et quand il pleut, ce rideau laisse apparaître l'événement poétique avant que les eaux soient récupérées. C'est aussi ce qu'on a fait avec ce pavillon sur champs captants. Les champs captants sont des lieux où on ne peut pas marcher parce qu'ils sont en relation directe avec la nappe phréatique où on récolte l'eau et ce pavillon montrait l'eau qui le traverse, les vents, la chaleur. Alors, poésie de l'eau, mais aussi jouer avec la lumière. Cette maison, ce volume qui est une terrasse, en fait, va refléter la lumière. C'est-à-dire qu'il va ramener de la lumière dans un jardin qui est au nord et créer ces effets de lumière psychédéliques avec le soleil. À une autre échelle, vous avez ce musée à Helsinki où cette tour joue avec des miroirs, où pourrait s'ajouter une intelligence artificielle qui permet de créer une symphonie de lumière et on récupère les derniers rayons de soleil et on apporte des taches de lumière sur cette place. On fait fondre la neige différemment. Il est également possible de jouer avec les vibrations, avec le son, avec le vent. Et cette utilisation intelligente des ressources naturelles disponibles génère de l'imprévu et introduit de la poésie dans l'inville. Elle injecte du lien social, de la rencontre et du langage. Ça, c'est dans notre atelier à Paris. Et vous voyez qu'en fait, la lumière, on a de la lumière directe et puis on a l'impression qu'elle arrive partout. C'est que de la lumière naturelle. C'est juste des jeux de miroirs qui ramènent la lumière à divers endroits. Et on a travaillé aussi avec cette diffraction de la lumière, ce qui fait apparaître des arcs-en-ciel dans l'espace. C'est ce que vous voyez. Et tout ça est complètement naturel. Et ce qu'on voit là, il en sera de même avec les moyens numériques. Il est possible de profiter de certains dispositifs existants pour produire des événements poétiques. Il s'agit de libérer des valeurs latentes. Ces propositions vont stimuler et ouvrir les imaginaires. Elles favoriseront l'amplification et l'âme des villes futures. Ainsi, nous entrons dans l'âge 2. L'âge 2, c'est d'abord la gestion de l'espace et du temps, on va le voir avec la mutualisation, c'est les nouvelles strates de propriété spatiale et ce sont les esthétiques immatérielles. Aujourd'hui, l'architecture est davantage une question de temps que d'espace. En fait, c'est une question d'espace-temps. Comment mieux rendre utiles les temps de trajet, réguler le trafic et l'occupation des bâtiments. Une partie de la solution consiste à mieux organiser et partager les ressources, c'est-à-dire mieux utiliser la surface construite dans le temps grâce au partage. Et avec des technologies numériques intégrées dans une nouvelle architecture, on peut mieux superposer le temps et l'espace. Avec ce projet qui s'appelle Habiter, voilà, celui-là si ça le prend.
Habiter l'infini, c'est un nouveau concept d'habitat mutualisé et intergénérationnel à l'ère numérique. Il s'agit donc de multiplier cette valeur latente et de tirer profit de l'espace construit dans le temps. Parce que nos espaces sont vides toute une partie du temps. Nos logements quand on est au travail et une partie de nos espaces de travail quand on est chez soi. Et donc on va pouvoir accroître la surface en fait en augmentant le taux d'occupation. On crée une forme d'habitat élastique avec un rétrécissement de la sphère intime et la multiplication d'espaces partagés avec des partages simultanés et alternés, c'est-à-dire que l'espace n'est rien qu'à nous pendant 1 heure, 1 jour, 1 semaine, 1 mois, 1 an. C'est en fait un habitat circonscrit en temps réel pour le numérique, petit quand je suis absent et grand quand je n'ai besoin. Et l'outil numérique nous aide à gérer cette complexité, en fait. Ça fonctionne avec une application, une boussole numérique, qui donne une bonne connaissance de l'affluence des espaces et elle permet de mieux gérer l'usage des lieux, mais aussi d'améliorer les performances et consommations énergétiques en fonction des besoins. Au final, les ressources sont libérées de manière à créer un cercle économique vertueux où chacun, et surtout les habitants, tirent bénéfice de l'utilisation de ces espaces partagés. Parce que lorsque je réserve un espace, ça apporte à l'ensemble des habitants par diminution des charges. Les conséquences sont multiples. D'abord l'immensité, l'impression de vivre dans 1000 mètres carrés au cœur des métropoles, la proximité, parce que 100% des habitants sont connectés, et là encore on utilise la force du virtuel avec la force de la localité, qui va permettre de créer en fait une économie sociale et solidaire locale et augmenter ainsi le pouvoir d'achat et le pouvoir d'agir des habitants. Et ça génère une forme de nouvelle typologie d'espace virtuel en corrélation avec le World Wide Web, qui peut être une forme de local thick web, c'est-à-dire un web local et épais, dense. Ça apporte aussi de la diversité parce que penser en espace-temps et en n-space démultiplie les possibilités. Si par exemple on est 4 et qu'on a chacun une voiture parce qu'on a un besoin, on a la même voiture parce qu'on a le même besoin. Si on partage, on n'a plus que 3 voitures, on est donc plus écologique et on va alors avoir intérêt à avoir 3 voitures différentes pour répondre à divers usages. C'est la même chose pour l'habitat. Plutôt que d'avoir des appartements identiques collés les uns aux autres, on peut créer des synergies entre ces formes d'habitat. Et ces synergies nous permettent donc d'augmenter l'espace de vie. Une autre conséquence, c'est la porosité, parce que c'est ce dont je vous parle, qu'on est en train d'étudier pour la mise en place dans le Grand Paris, sous le nom d'îlot actif, il s'ouvre vers l'extérieur, c'est-à-dire qu'il apporte aussi au quartier certaines potentialités. Il offre de l'espace et des applications, on le verra au quartier, et lui-même, il va offrir des ressources financières aux bâtis et aux habitants. Et puis enfin l'efficacité, puisqu'il permet une meilleure utilisation des surfaces construites, donc une baisse du bilan carbone et une économie des matériaux. Alors comment on fait ça ? D'abord, l'architecture physique est pensée différemment. Un espace doit pouvoir être accessible, par exemple une salle de réunion dans les bureaux inutilisée le week-end, comment on la rend accessible sans avoir à traverser ces bureaux ? Et puis le numérique, on l'a dit, le numérique, alors ce qui est intéressant, c'est que l'architecte ne fait plus l'organisation des espaces. Il doit apprendre à coordonner des espaces-temps. On coordonne ces espaces-temps et ces espaces-temps sont gérés grâce au numérique et grâce à l'humain. Moi, je les appelle des bienveilleurs et c'est là qu'on voit que si l'intelligence artificielle, par exemple en médecine, pourra peut-être disrupter certains chirurgiens, il sera très difficile de disrupter des infirmières. Et de la même façon, je crois beaucoup dans le bâti à la réintroduction de l'humain qui deviennent aussi des sortes de community managers, des concierges augmentés par le numérique. Alors on parle d'habitat, mais c'est la même chose avec les espaces de travail, les commerces. Combiner architecture, plateforme numérique et applications et ses bienveilleurs conduit à transformer l'espace en des espaces efficaces. Cela permet de mieux superposer l'espace et le temps et de mettre en place des espaces augmentés. Les dimensions ouvertes par le numérique sont comme des couches de réalité complémentaires. Alors ça existe déjà. Par exemple, si on considère la mémoire, c'est un élément immatériel
qui agit et qui se plaque sur l'espace. Si il s'est passé quelque chose pour moi dans cet espace, s'y inscrit quelque chose, une mémoire qui peut être personnelle, différente pour moi et pour vous, ou une mémoire qui peut être collective. Et ça change notre perception, notre affectation pour cet espace. De la même manière, le numérique pourrait apporter des ressentis immatériels. Il permet donc de construire des nouvelles couches de réalité avec des services, des informations historiques, des traces localisées, voire personnalisées. Et ces nouvelles couches produisent un champ relationnel et dimensionnel étendu en y incluant les propriétés sensorielles des espaces, leur atmosphère, la localisation d'amis, un suivi énergétique, de la maintenance, de l'empreinte carbone, du transport et des propriétés plus personnelles comme des traces, des souvenirs. Mais on peut ici imaginer des outils pour l'éducation, et puis on l'a vu aussi avec le jeu. Il y a quelques années, c'était la grande mode des Pokémon Go, où on allait chercher du virtuel dans des espaces physiques localisés. L'espace n'est donc plus dissocié de son contenu, et ce contenu peut être personnalisé. Il invite donc à intégrer des services connus et inconnus. Dans Habiter l'infini, un des premiers services, c'est l'économie sociale et solidaire qui se crée. C'est-à-dire que tout le monde devient potentiellement producteur et consommateur de services. J'ai besoin de traduire un texte en espagnol, je cherche quelqu'un qui sait parler espagnol et je le trouve de manière localisée. On ne peut donc plus parler de bâtiments en termes de mètres carrés, mais on va utiliser, première chose, le mètre carré heure, et puis des M puissance 4, puissance 5, où viennent s'ajouter des services, des applications. Ce bâtiment devient un conteneur qui accueille donc services et applications existants ou à inventer. Il est actif, souple, prêt à l'emploi, il impacte, résonne, tire profit et nourrit un écosystème plus large, les quartiers, les villes. Cela nécessite une infrastructure ouverte avec des processus mutualisés intégrant des espaces, mais aussi du matériel et de la puissance humaine. La mutualisation est aussi un moyen de réduire l'empreinte carbone. Nos bâtiments vont changer comme nos téléphones ont changé. L'arrivée de l'Internet mobile a été facilitée par la transformation de notre mobile avec ce nouvel outil qui était le smartphone. Et le premier appareil ne sert qu'à téléphoner, alors que le second va ouvrir tout un domaine de champs applicatifs qui était inconnu au moment de son apparition. C'est la même chose potentiellement avec ces bâtiments. Ce ne sont plus des quantités de surface à usage fixe, mais des supports capables de démultiplier les usages et d'accueillir des applications même inconnues. La création de nouveaux usages à travers la mutualisation des infrastructures existantes pourrait également conduire à produire de la sensibilité, du sens et du lien social. Ici, c'est juste une école maternelle et dans cette école maternelle, les enfants n'avaient pas de vue sur le paysage. On a été positionné une caméra qui récupérait la vue du grand paysage et on diffusait en temps réel cette vue pour les enfants. Dans le cadre d'un concours pour une université, Alvar Aalto à Helsinki, on avait créé des systèmes qui permettaient d'accéder à des cours juste à côté, mais on pouvait y accéder virtuellement si le professeur et les élèves l'acceptaient, mais uniquement de manière localisée. De la même manière, il y avait une tour qui se colorait en fonction de l'affluence de la bibliothèque. Les esthétiques immatérielles produisent des singularités dans la ville. Ce bâtiment est une tour instrument de musique. Elle fonctionne comme un grand ordre et c'est un instrument visuel et sonore qui répond à des stimulus divers et qui peut aussi être utilisé comme un véritable instrument de musique par un artiste dans le cadre de ses concerts. La surprise va produire l'émotion qui produit le lien social, parce qu'un attroupement de curieux doit pouvoir émerger d'un rapport surprenant aux éléments naturels et artificiels de la ville. Le numérique favorise la mise en place d'ambiances diverses et variables à travers des esthétiques matérielles et immatérielles. Mélanger les temps, les lieux physiques et virtuels et les individus. Se servir des données climatiques, des événements ou des dysfonctionnements pour créer des situations poétiques. Cela commence par la réutilisation des données des capteurs de la ville.
Les caméras de vidéosurveillance, des capteurs de luminosité, de température, d'humidité, pour les détourner afin de stimuler à travers une programmation informatique des actionneurs, qui peuvent être des pompes à chaleur, de l'éclairage, des écrans vidéo, des cartographies de façade. Et cela engendre de nouveaux effets capables de provoquer la surprise. Ces événements peuvent être indépendants ou liés à l'écriture de scénarios. Les effets créés produiront une identité numérique du bâtiment, de l'îlot et de la ville. C'est-à-dire de la même façon qu'un bâtiment peut se différencier d'un autre bâtiment par sa façade, il pourra se différencier par rapport à cette écriture numérique, par rapport à cette façon de réagir, par ces actions et réactions qui se produiront. Ces micro-événements augmentent le potentiel de sérendipité dans le bâtiment et dans l'espace. Ils réenchanteront la ville. Et ces petits hasards produiront rire et poésie. Mais il ne s'agit pas de créer un parc d'attractions. Ces événements doivent être rares et subtils. 90% du temps, peut-être les patients ne les percevront pas. Mais on peut parfois être hypersensible parce qu'on est en colère, on est triste, on est heureux. Et à ce moment-là, on peut être touché, interloqué, réconforté par ces petits signes. C'est un peu comme regarder le ciel la nuit. Si on a la chance de voir une étoile filante, ça nous rend heureux. Dis-moi, n'as-tu pas observé en te promenant dans cette ville que d'entre les édifices dont elle est peuplée, les uns sont muets, les autres parlent, et d'autres enfin, qui sont les plus rares, chantent? Paul Valéry, Eupalinos ou l'architecte. On entre enfin dans l'âge 3. L'âge 3, c'est le passage du bâtiment passif autonome au bâtiment actif ouvert. On tire profit d'une synergie de programme, d'une mixité des lieux et d'une possibilité de porosité, et le bâtiment actif produit des externalités positives qui génèrent des revenus. En d'autres termes, le bâtiment produit des applications, des services et des ressources grâce à des économies d'énergie et des externalités qui deviennent monétisables. Son économie sociale et solidaire ouverte sur l'extérieur génère des revenus directs ou indirects. Et avec le temps, il tire aussi bénéfice des données produites. Elles lui permettent notamment d'attirer des pourvoyeurs de services qui accèdent aux données du groupe via le paiement de redevances. Alors le bâtiment ou la ville s'alimente et leurs habitants en tirent profit. Pour cela, et moi je défends ça plutôt que l'open data, les données doivent appartenir à l'espace, au bâtiment et à la ville en tant que données immobilières. Ce bâtiment et ces villes en tirent profit pour s'auto-entretenir. La donnée augmente leur valeur. Le processus s'organise sur le long terme autour d'une notion qui est le coût global, et le bâtiment crée ainsi des revenus aval. En additionnant ces trois âges, on aboutit à un territoire augmenté par le numérique. Ce territoire facilite les échanges et les relations sociales, le recyclage, le partage. Il permet une meilleure gestion de l'espace-temps. Il agrandit les espaces de vie. Il facilite l'organisation de la vie collective. Il étend les synergies, réduit la détérioration de la terre, améliore les systèmes écologiques parce qu'il met en relation des besoins et des ressources localement. Et le modèle tire profit d'une diversité qui augmente sa résilience et renforce son pouvoir d'agir. Pour sa survie, un bâtiment ou une ville intelligente doit aussi être un système, on l'a dit, sensible, qui étonne, qui s'adapte et apprend, qui provoque le hasard et initie des rencontres ou l'accès à des événements. Ce sera une ville qui soigne et qui produit, ou au moins des villes qui s'auto-entretiennent. Préserver les territoires et la planète demandera sans doute aussi d'accueillir des notions renouvelées d'emploi, de travail, de savoir et de compétences. La ville augmentée du numérique doit être attentive à construire et élever les hommes d'aujourd'hui et de demain quotidiennement. Rappelons que la ville est un système et que, comme tout système, sa résilience croît grâce à la diversité et au tissage de ses éléments. Mais finalement, tout ça pourquoi? D'abord pour préserver l'espèce humaine sur la planète, mais aussi pour accueillir la diversité du vivant et rechercher la beauté
trouver une forme d'harmonie. L'harmonie, c'est quoi? C'est transformer les contraintes en entente pour produire ce fabuleux opéra dont les spectateurs, nous tous, deviennent aussi acteurs, pour améliorer les relations entre l'humain et son environnement, la cohabitation avec les animaux et tout le vivant, prendre soin de Gaïa, la Terre, lui assurer un équilibre durable, nous assurer un équilibre durable, avant, je l'espère, de lever à nouveau les yeux vers le ciel. Beaucoup, Éric. Wow! Hey, ça, c'est du showmanship, ça j'aime ça. C'est comme un mic drop, mais encore plus nice. Bravo, merci pour ta présentation, Éric. C'est le temps d'un Q&A. On a le temps de vous entendre, cher public. Avez-vous des questions pour Éric? Ah, merci. Bien, je vous amène un micro. Votre nom, votre question. Marika Fredel, ce n'était pas une question, c'était merci de mettre beaucoup de poésie dans Mhm. un congrès qui est très numérique, factuel, et tout d'un coup, il y a beaucoup de poésie qui mélange les deux. En tant qu'urbaniste, j'ai beaucoup apprécié. Merci. Merci. Bon commentaire. Oui, c'est bon. On prend les commentaires aussi. Merci. Live feedback. Bonjour, merci pour cette très belle et inspirante présentation. Au cours de votre déroulé, un peu le film que vous avez dressé pour nous, je me suis demandé à un moment donné, quand vous parliez des immeubles et de la production de données, est-ce que ça ne ferait pas tendre vers des bâtiments très très grands en fait? Est-ce que ça ne rendrait pas le fait qu'il faille une échelle très grande pour les rendre autonomes et autosupportés financièrement? Alors écoutez, pour la présentation, ce qui concernait Habiter l'infini, qui s'appelle aujourd'hui l'îlot actif et qu'on est en train de travailler dessus sur le Grand Paris, on est à l'échelle d'un bloc, c'est-à-dire ce qu'on appelle un bloc ici, c'est un îlot, c'est 15 000 mètres carrés. Et ça, c'est des débuts de petites, finalement, de découpe dans la ville. Enfin, on part de la ville, on a les quartiers, on a les îlots, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce système complexe, c'est que la ville, c'est pas simplement, doit pas apporter la même chose aux mêmes endroits. Plus la ville est grande, plus il y a des exceptions dans cette construction. Mais je dirais que voilà, la taille de départ, en effet, c'est un petit peu plus qu'un petit immeuble, et quoique, parce que le numérique nous permet de mettre en relation. Donc on peut imaginer dans des petites villes recréer ces systèmes, et pour qu'ils deviennent viables financièrement, en fait, si on a plusieurs immeubles qui se connectent, et enfin, je parle en tout cas pour cette histoire des espaces partagés, c'est tout à fait envisageable. Merci, madame. Merci, Léa. Merci pour votre présentation. Alors, au risque d'amener la poésie à des niveaux beaucoup plus concrets, c'est vrai qu'aujourd'hui, lorsqu'on bâtit, on a une superficie de terrain, on a des prescriptions urbanistiques, on a tout un tas de contraintes qui sont quelquefois liées à des administrations qui ont leur propre logique. On a appris que vous étiez architecte. Est-ce que finalement l'entourage, y compris les administrations, sont prêtes pour ça? Et aussi, est-ce que vous relevez le défi? Est-ce que l'architecte est seul, ou est-ce qu'il y aurait maintenant d'autres métiers quelque part? Parce qu'on parle beaucoup de la crainte que le numérique, que le futur remplace les métiers. Est-ce qu'il y a des métiers qui vont devoir se créer pour permettre ces projets immobiliers quelque part? Alors, avec l'architecte, vous avez toute l'ingénierie. Alors l'ingénierie se complexifie. Le numérique est le quatrième fluide qu'on rentre dans le bâtiment. Je parle vraiment d'un numérique qui n'est pas la connexion à nos ordinateurs. Ça, c'est autre chose. C'est vraiment lié au bâtiment. Donc oui, ça se complexifie. Ensuite, je pense que l'architecte doit garder sa place. Et le rôle de l'architecte, en fait, normalement, c'est la vision d'ensemble. C'est vraiment ça, c'est pas un spécialiste, mais c'est quelqu'un qui réussit à voir l'ensemble. En tout cas, à l'origine, le métier, c'est ça, même si c'est vrai que dans la pratique, il s'est beaucoup réduit. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de normes. Alors, je vous ai dit qu'actuellement, je travaille là-dessus. On fait bouger les choses. J'ai une équipe. Alors,
L'architecte est aussi un travail de la contrainte. Hein. C'est un travail on crée des prototypes à chaque fois nouveaux parce que le lieu est différent. Donc on a des contraintes climatiques, on a des contraintes diverses. Les contraintes législatives en sont certaines. Maintenant, ce qui est un peu dommage, c'est que, par exemple, si on prend l'habitat, les normes créées aujourd'hui sont toutes faites autour de cet appartement. Et puis, en fait, on pense tout autour de cet appartement et on duplique à côté. Et c'est un peu dommage d'avoir réduit ça, alors qu'on peut habiter, et le numérique nous le permet, enfin en tout cas c'est ce qu'on essaie de démontrer, on peut habiter dans beaucoup plus grand, et comment on habite dans beaucoup plus grand, ça pose des questions aussi d'appropriation de l'espace, mais on se partage déjà des tas de choses. Hein. Si j'aime aller dans une forêt, je peux être amoureux d'un arbre ou d'un rocher, j'y viens, j'ai l'impression que c'est mon arbre et mon rocher à chaque fois que j'y vais. Pourtant, il n'est pas à moi, il y a quelqu'un d'autre qui va l'utiliser. Ben, je pense que de la même façon, dans les espaces, on pourra apporter ça, et que le numérique pourra nous aider de laisser des traces personnelles, des choses comme ça. Alors oui, ça fait bouger beaucoup de règles, et là, enfin, on va sans doute construire quelque chose. Je dis enfin parce que ça a pris plus de 7 ans pour essayer de convaincre les gens. Et je pense qu'il faut faire bouger ces règles. Il faut faire bouger nos normes. Pas forcément leur essence, là encore. Tout ce qu'on demande à l'habitat, peut-être qu'il ne faut pas que ce soit ce petit espace qu'est l'appartement, mais l'habitat. Donc on redéfinit ce qu'est l'habitat et l'appliquer à cet habitat. Si on est multi-habitat, par exemple, la taille d'un espace a peu d'importance. Je peux avoir des micro-espaces dans des métropoles avec des espaces plus grands, loin des villes, etc. Donc il y a une réflexion à mener, mais en effet, c'est difficile. Ça reste difficile de faire bouger des lignes, mais je crois que c'est possible. Merci pour votre question. On a le temps peut-être pour une autre question. Maxime? Bonjour, enchanté. Merci. Et oui, c'est Maxime. Et moi, j'avais une question. J'ai bien aimé quand vous avez dit qu'on aimerait avoir des espèces de lignes, les forêts, comme les autoroutes traversent les campagnes. Est-ce que vous pensez que c'est possible, en sachant que, enfin voilà, peut-être que je me trompe, mais je pense qu'aujourd'hui, la réflexion elle est plus tant dans le fait d'étendre les villes, mais plutôt de les étendre vers le haut et plus forcément à l'horizontale. Comment appliquer du coup ces nouvelles forêts dans un environnement environnemental, dans un environnement plutôt vertical et non horizontal, en sachant que du coup on ne va pas forcément les étendre dans un périmètre donné, mais sur la hauteur. Je ne sais pas si c'est clair ou pas. Oui. Je pense qu'on peut, au contraire, c'est même peut-être plus facile. Alors, vous avez dit justement qu'il faut éviter que les villes s'étalent. Et ça, c'est un vrai enjeu. Enfin, je veux dire, à l'ère de la préservation des ressources, c'est peut-être plus complexe dans un pays aussi immense que le Canada, où on a tellement d'espace, mais l'espace devient très précieux. Et en fait, il faut donc construire, chaque bout de sol devient précieux, et donc c'est pour ça qu'il faut construire intelligemment, mettre en relation tout ça. Et dans ces espaces précieux, les villes, qui sont des constructions principalement pour que vivent les humains, même si l'animal doit être accueilli, tout ça, eh ben, elles peuvent se traverser. Alors par exemple, si on prend Paris, je ne dis pas qu'il faut faire ça, c'était un peu agressif, mais vous aviez eu les percées haussmanniennes à des moments c'est assez simple d'imaginer certaines avenues et de les transformer vraiment en espaces sauvages. Alors ensuite, là encore, se pose la question de la limite entre cet espace sauvage et la ville, mais je veux dire, je pense qu'il faut apprendre à créer une porosité et pas à s'enfermer uniquement autour des murs, même si, là encore, si on reprend l'histoire des villes avant l'arrivée de l'automobile, c'est d'abord la muraille, parce que je me protège de l'extérieur. Et aujourd'hui, ce n'est pas tant une limite pour se protéger de l'extérieur, mais pour protéger un petit peu l'extérieur de nous-mêmes. Et ensuite, évidemment, ça ne veut pas dire on peut aller dans ces espaces sauvages, mais en tout cas, on les respecte. Une dernière question. Allons-y. Pourquoi pas? Merci beaucoup. Éric, votre poésie m'a embarqué pendant tout le temps de votre présentation. J'ai une question qui me vient notamment au niveau de l'usager. Lorsque vous confrontez vos travaux avec ces usagers, comment réagissent-ils? Parce qu'on avait dans la précédente conférence l'acceptabilité sociale. Alors voilà, comment l'usager, qu'il soit particulier, professionnel, l'accepte. Et puis, pour aller plus loin, je rebondis un peu sur la question de Madame tantôt. Les professionnels de la construction, quand vous leur présentez ce type de projet,
quand ils doivent justement le répliquer sur le terrain, comment réagissent-ils et comment perçoivent-ils ce que l'on voit de leurs travaux précédents, donc ce que vous expliquiez sur la fin du XXe siècle, pour se projeter dans une nouvelle ville? Donc professionnels et usagers, dans l'ordre que vous préférez. Ben, les usagers, je dirais que, en fait, je suis surpris surtout par qui le prend bien. Par exemple, cette idée d'habitat, je pensais que ce serait plutôt les jeunes qui l'apprécieraient, mais pas du tout. Il y a beaucoup de personnes âgées qui apprécient beaucoup. En fait, je pense que dans notre réflexion, j'étais intervenu en France, ils avaient fait un petit sondage sur ce qu'on appelle l'habitat participatif, qui fait un petit peu partie des mêmes familles d'habitat, même si c'est différent de ça. Et ils en déduisaient, je crois qu'il y avait 10% de la population qui aimait ou avaient envie de vivre là. Et ils en déduisaient que c'était peu, mais pas du tout, parce que par rapport à l'offre qui est proposée, c'est énorme. C'est-à-dire, là encore, il ne faut pas penser au plus grand nombre. Et si vous prenez les évolutions technologiques, l'arrivée du smartphone au début de l'iPhone, il y en avait des tas qui disaient « non mais moi, j'aurais jamais ça, je ferais jamais ça ». Et puis, vous avez ce qu'on appelle les early adopters qui ont peut-être essayé. Et puis, petit à petit, ça a pris. Mais là encore, ce que je décris, j'ai pas non plus... faut surtout pas que ce soit que ça. C'est bien sûr de la diversité. Ce que je reproche aujourd'hui, c'est qu'on n'a qu'une seule réponse. On n'a qu'une seule réponse, que ça devient de plus en plus précieux de construire et qu'on construit la même chose qu'avant, voire parfois en pire. Alors que ce que j'essaie de dire justement aux décideurs et pour les convaincre, c'est attendez, il faut proposer d'autres alternatives. On voit bien que les vies familiales changent, tous ces modèles, toutes ces manières de vie évoluent beaucoup. Et à côté de ça, on propose un petit peu toujours la même chose. Donc je pense que le plus grand nombre n'est pas une question, parce que les constructions, il n'y en a pas beaucoup. En France, c'est 1% du parc se renouvelle chaque année et un petit pourcent. Donc vous voyez, si aujourd'hui on se mettait à ne construire que ça et que ça, ce serait 1%, ce qui est ridicule. Donc il faut y aller progressivement. Et puis surtout, on va avoir des manières de vivre qui vont être un petit peu différentes. Il faut regarder, il faut voir comment les humains vont réagir. Il faut réajuster parce que, évidemment, entre une pensée théorique et la pratique, il va y avoir beaucoup de changements. Mais tout ça est très riche et je trouve, génère des envies. En tout cas, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont dans une minorité, qui ne sont pas forcément satisfaits de ce qu'on propose aujourd'hui. Merci pour votre question. Merci beaucoup, Éric. Encore une fois, on applaudit Éric Cassi. Merci. Merci beaucoup. Alors, on va prendre une courte pause, le temps de se dégourdir les jambes. On a un autre panel très intéressant qui débute dans 5-10 minutes environ. On se retrouve ici à MTL Connect. Merci.